Bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité ce matin est Bernard Accoyer, député maire UMP d'Annecy-le-Vieux et ancien président de l'Assemblée nationale. Bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Avec moi sur ce plateau, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec moi ce matin. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, vous avez une quarantaine de minutes pour commenter et réagir à cette émission. Posez votre question à notre invité, je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Bernard Accoyer, avant d'en venir à l'actualité, disons, sérieuse, à commenter, un mot sur l'émission de télé-réalité, on peut la présenter comme ça, vous nous direz un mot, hier diffusée sur D8, dans laquelle vous étiez grimé pour vous fondre parmi les vrais gens, c'est le concept de l'émission. Alors, dans cette émission, vous avez à demi-mot avoué que vous étiez un peu déconnecté de la réalité du fait de votre parcours professionnel qui vous a éloigné de votre ancienne profession de chirurgien. Alors deux choses, est-ce que c'est pas un constat d'échec? Et puis ensuite, est-ce que les politiques ont intérêt ou doivent se confronter à la vie des vrais gens par l'intermédiaire de cette émission? D'abord, c'est pas une émission, c'est pas ce que j'ai ressenti et c'est pas ce que je pensais de télé-réalité. C'est une émission d'immersion où un politique, et j'en suis devenu un, va au plus près voir ce qui se passe. Alors c'est vrai, voir les réalités, et c'est bien, et là je vais répondre à votre première question, c'est bien un des problèmes aujourd'hui. C'est pas un constat d'échec de voir ou de penser que les élus sont coupés des réalités, c'est que certes nous vivons comme les autres, mais nous ne sommes pas au cœur de l'entreprise, nous ne sommes pas au cœur d'un service d'urgence en l'occurrence, nous ne sommes pas dans une exploitation agricole, dans un pôle emploi. Et il est, à mon sens, indispensable que nous, les élus qui prétendons connaître tout, en tout cas qui parlons de tout, et qui décidons de tout dans les assemblées, connaissions au mieux ce qui se passe et les problèmes auxquels sont confrontés nos compatriotes, les entreprises, les institutions. Cette émission, vous ne regrettez pas de l'avoir fait? Alors j'avais hésité et j'avais bien réfléchi avant d'y aller. Et non, je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai pu constater ce qui avait changé, ce qui avait été un véritable bouleversement par rapport à la période où j'étais dans ce service, où je faisais ce travail que j'ai vu. Et je comprends la crise qu'il y a dans les services d'urgence, la crise qu'il y a à l'hôpital, qu'il y a dans le système de santé français. Je le comprends encore mieux aujourd'hui. J'ai touché du doigt réellement, j'ai parlé avec les malades, j'ai parlé avec les soignants, j'ai parlé avec les familles. Cela, je crois, était indispensable, en tout cas utile, pour notamment le grand débat sur le texte sur la santé qui va arriver dans les semaines qui viennent à l'Assemblée nationale. Passons à une actualité plus sérieuse. On va passer à la primaire, on ne va pas y échapper. Vous avez été nommé au groupe de travail chargé d'organiser la primaire de 2016 au sein de l'UMP, voire davantage. Quels sont les principes auxquels vous tenez, vous personnellement, et quel est le calendrier? J'ai toujours été partisan des primaires. Vous vous souvenez peut-être que même en 2007, il y avait eu, entre Nicolas Sarkozy, Michel Alliot-Marie et un certain Rachid Kassi, un échange, un débat, et ce débat était une sorte de primaire. On pourra recommencer, et il faut recommencer tout simplement, parce que depuis le 21 avril 2002, on sait que le représentant d'un grand parti de gouvernement peut ne pas être au deuxième tour en raison de la montée Donc il faut partir uni du Front National. Il faut donc avoir un candidat qui soit préalablement déterminé. C'est la logique et c'est l'exigence des primaires. Et Nicolas Sarkozy a confirmé que ces primaires, qui sont prévues dans les statuts de l'UMP, se tiendraient bien, évidemment, en 2016. Mais vous êtes favorable à l'organisation d'une primaire ouverte à la droite et au centre. L'UDI, apparemment, refuserait de participer s'il n'y a pas le MoDem. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par convaincre l'UDI avant de convaincre même le MoDem? Je pense que plus les primaires seront ouvertes, plus elles seront pertinentes. Et j'espère que l'UDI participera à ces primaires. Je l'espère ardemment. Quant au MoDem, c'était remonté à François Bayrou. Il suffit qu'il reconnaisse qu'il s'est trompé en 2012 pour qu'il puisse, à mon avis, participer à ce débat et pourquoi pas aux primaires. Mais
En fait, l'essentiel. Qu'il reconnaisse qu'il se soit trompé, c'est-à-dire dire simplement comme il a fait voter. Oui, mais François Hollande. dire seulement que François Hollande le déçoit, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il regrette d'avoir voté. Je sais pas, il y a des cas de ça, mais qui le disent clairement. Bon, mais je voudrais dire que les primaires ont aussi pour effet, objectif, d'expliquer, de dire clairement aux Français de la droite et du centre, qui se retrouvent dans cette sensibilité, quel est le ou la candidate sur lequel il faut se rassembler au premier tour pour être sûr qu'il sera au second tour. Si François Bayrou accepte d'être parmi vous pour la primaire, est-ce que vous pensez sincèrement que Nicolas Sarkozy accepterait qu'il fasse partie de la primaire? On sait qu'il est farouchement opposé à ce qu'il fasse partie de cette échéance en 2016. Comment vous voyez les choses? Vous pouvez le convaincre? Non, mais je pense que Nicolas Sarkozy a surtout pris la décision de revenir à l'UMP, relancer l'UMP, parler, j'espère, et puis il a pour objectif de faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Donc l'intérêt de tout le monde est que ces élections primaires soient... Si l'UDI refuse... Et on connaît Nicolas Sarkozy, c'est un pragmatique, et il fera ce qui sera le plus efficace. Si l'UDI refuse de participer, si le MoDem refuse de participer, est-ce que cette élection primaire n'est pas une sorte d'élection interne qui n'a pas vraiment de sens? Je viens de vous répondre. Cette élection, d'abord, elle sera ouverte à des citoyens qui, vous savez, le nombre des militants dans les partis politiques n'est pas extrêmement nombreux, même si au l'UMP, on est pas plus qu'à l'UDI, beaucoup plus, mais c'est une minorité. Et en conséquence, il s'agit d'offrir aux citoyens, au-delà de ceux qui sont des militants politiques, la possibilité d'aller s'exprimer, c'est tout le mécanisme des primaires, et de cibler, ce que je disais tout à l'heure, le ou la personnalité pour laquelle il faudra qu'il vote, pour être sûr qu'elle soit au deuxième tour. Bernard Accoyer, revenons à l'UMP et aux primaires. La nouvelle équipe mise en place par Nicolas Sarkozy autour de lui fait débat, notamment sur le duo NKM-Wauquiez. On a beaucoup d'internautes qui se questionnent à trop vouloir rassembler. Ne fait-on pas l'alliance de la carpe et du lapin, nous dit-on? Honnêtement, franchement, Bernard Accoyer, est-ce qu'il est possible avec cette nouvelle équipe de parler d'une seule voix? L'UMP n'est pas monolithique. Il y a à l'UMP des sensibilités qui vont d'une droite prononcée jusqu'au centre. Et donc il est normal qu'il y ait dans l'organigramme, y compris la direction, des sensibilités différentes. Après, il peut y avoir des problèmes de personnes, mais cela ne doit jamais prévaloir. Donc je crois que ça ne sera pas un problème, et cela construira une expression assez élargie, assez diverse. Après, il reviendra au président de l'UMP d'arrêter la ligne, et aux candidats, d'abord à la primaire et ensuite aux candidats à l'élection présidentielle, de préciser quelles sont ses intentions. Au-delà des personnes, il y a quand même vous dites débats, il y a des différences en tout cas importantes sur l'Europe, sur l'immigration, sur les sujets sociétaux. Est-ce que les partis, ça ne vaut pas que pour l'UMP ma question, est-ce que les partis c'est des lieux finalement où on travaille? Pas assez. Pas assez, et je vous remercie de me poser cette question. Nous n'avons pas assez travaillé, et il faut... J'ai fait un petit mot aux militants de la Haute-Savoie, aux militants de l'UMP, et j'ai commencé mon mot par « au travail ». Il faut effectivement réfléchir, écouter, consulter, échanger, débattre pour identifier d'abord les problèmes qui nous ont conduits jusque-là et ensuite les solutions que l'on doit proposer aux Français et celles qui paraissent les plus acceptables, les plus faciles à mettre en œuvre, les possibles à mettre en œuvre. Mais sur le fond, la campagne de Nicolas Sarkozy lors de l'élection interne, il parlait beaucoup de rassemblement sans vraiment parler de projet. Est-ce que c'est pas pour ça aussi que son retour a semblé un peu raté? Bon, écoutez, quand on est élu par deux militants sur 3 qui se sont déplacés, qui a eu une forte participation, on est le président et le chef indiscutable d'une formation politique. Après qu'il soit arrivé sans préjugés et que nous nous mettions maintenant au travail pour préciser au travers de conventions, travailler des think tanks avec les militants, le contenu de ce que nous devons faire pour la réhabilitation du travail, pour la sécurité face à l'immigration, pour la solidarité. C'est juste ce que doit faire un parti politique et que ne font pas assez les partis politiques en France, et en particulier le mien depuis quelques années, l'UMP. Je vous soumets à une remarque de Marco, qui nous dit qu'ouvrir au maximum la primaire ferait gagner Juppé. Il nous dit la restreindre au maximum donnerait l'avantage à Sarkozy.
Alors effectivement, il y a la question de qui va voter, comment, et quelles sont les modalités que vous comptez mettre en œuvre pour attirer les électeurs. Et Marco nous dit, l'opposition ne gagnerait-elle pas à désigner le candidat le plus populaire chez l'ensemble des Français? Je ne crois pas que la popularité soit un critère idéal. Bon, c'est la qualité des hommes, des femmes, de leurs projets qui feront la différence. Quant à dire et à projeter ce qu'il y a dans les sondages aujourd'hui, dans 2 ans pour les primaires et dans 3 ans pour la présidentielle, ça me paraît extrêmement dangereux. Sur les modalités, vous savez à peu près que déjà comment vous pensez organiser l'élection, auprès de qui? Vous appellerez tous les Français à voter, seulement les Français qui se disent sympathisants UMP, sympathisants UMP et du centre? Je crois que c'est ceux qui se retrouvent dans les valeurs de la droite et du centre, où il y a un certain nombre de priorités en faveur du travail, de la production, de la solidarité familiale et de la solidarité en général, libérer les énergies, revoir un certain nombre de contraintes qui écrasent les contribuables, les gens qui se retrouvent dans les valeurs, effectivement, droite et du centre. Les entreprises. Concrètement, est-ce qu'il faudra qu'ils signent une oui, charte? Certainement, oui, c'est ce qu'avait fait d'ailleurs le Parti socialiste pour les primaires qui ont sélectionné François Hollande. Nous devrons nous en inspirer, ça a bien marché leur primaire, même si ça n'a pas sélectionné un homme qui soit très heureux pour le destin de notre pays. Donc une charte et probablement peut-être même un droit d'entrée, peut-être un prix il y a le problème du financement des primaires qui ne peuvent être financés que par la participation de ceux qui souhaitent s'exprimer. Une participation volontaire de 1 ou 2 euros qui ne doit pas évidemment dépasser cette somme. La grande question en termes de force politique, c'est celle du FN. Tout le monde en parle, tout le monde s'en soucie, à gauche aussi d'ailleurs. S'agissant de l'UMP, Nicolas Sarkozy et d'autres dirigeants ont dit qu'il n'y aura jamais d'alliance, d'accord, avec le FN. Et quand on regarde des enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que les électorats, eux, ne disent pas tout à fait la même chose. Ils sont même de plus en plus nombreux à dire mais pourquoi pas un accord avec le FN au second tour? Quelle est votre position là-dessus? D'abord, sur les électeurs, c'est la liberté des électeurs. Et si le Front National fait les scores qu'il fait, c'est que les autres partis ne sont pas assez convaincants. Et c'est à nous d'expliquer pourquoi nous portons la bonne analyse, nous portons le bon projet, et pourquoi nous pensons que le Front National a un certain nombre d'idées, de principes que nous ne partageons pas et avec lesquels nous ne pouvons pas transiger, propose sur l'Europe, sur l'euro, sur les frontières, des orientations, des décisions qui nous paraissent tout à fait inacceptables. Est-ce que ce décalage entre la tête du parti, si je puis dire, et l'électorat ne risque pas de vous tirer justement vers le Front National? C'est tout l'enjeu de l'action politique, c'est tout l'enjeu du parti politique qu'est l'UMP. Ce sont aussi les responsabilités de nos leaders, de se montrer convaincants, de savoir accepter que nous nous sommes trompés probablement à plusieurs reprises, même si la gauche a porté des coups terribles à la République, en tout cas à notre économie, disons les choses comme cela. Nous n'avons pas tout fait ce qu'il fallait, autrement la France n'en serait pas là. Donc il faut reconnaître ses erreurs, en tirer les conclusions, analyser les moyens de sortir la France de cette crise et ensuite être persuasif, porter ce projet, parce que c'est cela qui donne une certaine forme d'espérance. Aujourd'hui, on voit bien que le pays est confronté à une sorte d'angoisse, de désespérance, de colère. Il faut vite proposer quelque chose à nos compatriotes qui soit une lueur sur l'avenir. C'est le FN qui est fort ou c'est les autres qui sont faibles? Je pense que nous sommes faibles. Nous ne sommes pas assez convaincants et que nous n'avons pas réussi, et nous ne réussissons pas assez à convaincre une partie de nos électeurs qui sont partis au Front National. Bien entendu, il y a aussi des électeurs de la gauche, et Dieu sait qu'ils ont des raisons, qui y sont partis aussi. Mais enfin, les chiffres sont là, les sondages sont là, les résultats des élections sont là. Est-ce que vous-même, vous serez candidat lors des prochaines élections départementales en Haute-Savoie? Non, je ne serai pas un candidat aux élections départementales. Je vais préparer ces élections attentivement, mais je ne serai pas candidat. Je suis déjà député et maire d'Annecy-le-Vieux. J'ai été réélu au début de l'année. J'ai pris quelques engagements de rester fidèle à mes mandats, donc je ne vais pas changer d'avis, même si on peut en avoir envie. On passe à une autre séquence de l'émission, Bernard Accoyer.
On va passer à la séquence pour ou contre, une séquence dans laquelle on vous soumet quelques propositions et vous nous répondez si vous êtes pour ou si vous êtes contre avec un mot rapide de justification. Le pour ou contre est un spécial politique économique du gouvernement. Et la première question, c'est est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture de commerce 12 dimanches dans l'année? Oui. Oui, je suis favorable à l'ouverture du dimanche, mais pas généralisée. J'y suis favorable dans les régions, dans les secteurs, les villes, les quartiers où il y a une demande touristique, stations balnéaires, stations de sport d'hiver, les centres-villes qui attirent beaucoup de touristes. Et il faut bien entendu, puisqu'il y a du travail à prendre, que ce travail puisse être pris par ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire nos compatriotes. Je ne suis pas favorable à des mesures générales, mais à laisser de la marge, une marge suffisamment large aux autorités locales. Une seconde proposition de la loi Macron, faut-il ouvrir les lignes de bus nationales? C'est une évidence, c'est enfoncer une porte ouverte que de supprimer un monopole qui n'a pas lieu. On voit bien que le monopole de la SNCF pose des problèmes. La qualité du service ferroviaire en France se dégrade. On n'a même pas été capable de maintenir une industrie ferroviaire qui soit suffisamment conquérante. Nous n'avons pas conquis beaucoup de marchés à l'étranger avec le TGV. Donc je ne vois plus aucune raison de conserver comme un totem ce monopole. D'ailleurs, l'ouverture est inscrite dans les dispositions européennes, elle existe dans la plupart des pays, elle est extrêmement timide en France. Il faut effectivement ouvrir ce monopole. Spécial Macron toujours, faut-il déréguler les professions du droit? Déréguler, c'est un mot libéraliser. dont on a vu avec la crise de 2008 qu'il conduisait à des situations très dangereuses. Je pense que le droit en France, les professions du droit en France fonctionnent bien. Qu'il n'y a pas de contestation sur les actes de cession d'un bien, que tout ça est sécurisé. Alors j'ai un principe, c'est le deuxième que j'évoque au cours de cette émission. Quand quelque chose marche, pourquoi le changer? Or là, ça marche. Pourquoi le changer? Et je pense qu'il y a une concertation à avoir avec ces professions. S'il y a des problèmes tarifaires qui se posent, il peut y en avoir. Mais bouleverser ces professions de cette manière, ça ne me paraît pas un moyen de stabiliser la société, de la conforter, de la consolider. Faut-il rendre l'épargne salariale plus universelle, quitte à supprimer la prime Sarkozy? La prime Sarkozy, c'était la défiscalisation, je suppose. D'abord, je suis favorable. La prime qui est versée aux salariés de groupes qui versent des dividendes 2 années consécutivement. Ah, d'accord, d'accord. Alors, j'ai toujours été, parce que je suis un gaulliste, j'ai toujours été convaincu de l'importance qu'il y avait à développer l'actionnariat des salariés et la participation aux résultats des salariés. Donc, là encore, on enfonce une porte ouverte. Il y a des dispositions, elles existent, mais qu'a fait ce gouvernement? Il a taxé l'épargne salariale. Il a multiplié par un facteur élevé le prélèvement sur l'épargne salariale. Et donc je trouve que c'est un acte de contrition tardif et incomplet. Êtes-vous pour ou contre, Bernard Accoyer, réformer les seuils sociaux dans l'entreprise? Je suis surtout favorable à ce que l'on mesure ce que notre Code du travail, qui en 1970 comptait 600 articles et qui en compte aujourd'hui 10 600, soit remanié, simplifié, qu'il soit comparable au Code du travail des pays qui sont nos partenaires habituels, mais aussi nos concurrents. Et bien entendu que les seuils sociaux sont devenus d'abord multiples, extrêmement lourds et un frein puissant au développement des entreprises et donc de l'emploi. Par conséquent, je suis favorable à un mémorandum si vous voulez, à supprimer ces seuils pendant un certain temps, réviser tout cela. Oui, bien sûr qu'il faut y toucher. Finalement, à vous entendre, vous êtes globalement favorable aux dispositions Je suis favorable Macron. à un certain nombre de dispositions qui se figurent aujourd'hui, mais qui vont bien entendu, au cours des débats, être certainement remaniées par la majorité du gouvernement. Par contre, je suis tout à fait opposé à ce qui concerne toutes les professions du droit et les professions réglementées. Et donc, en l'état, il n'est pas possible pour moi d'envisager de voter ce texte. Vous ne pouvez pas voter pour une mesure? Non, je peux voter des articles. Ah, mais je voterai quelques articles, c'est possible, oui. C'est possible que je vote un certain nombre d'articles. Hervé Mariton a annoncé qu'il allait voter la loi Macron.
Est-ce qu'il n'y a pas là un certain courage politique de certains députés qui considèrent que finalement c'est une voie qu'aurait pu voter l'UMP Il y a certaines dispositions, je viens de vous le dire en vous disant que j'étais favorable, certaines dispositions qui sont évidentes. Effectivement, nous aurions pu probablement aller plus vite sur ces questions nous-mêmes. Mais pour la partie qui concerne les professions réglementées, je ne pense que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et je pense que sur le fond, on pourrait affaiblir la force des contrats, la force, par exemple, des actes de vente, enfin des dispositions qui sont essentielles. J'avais envie de vous poser une autre question. Est-ce qu'il faut repousser l'âge du départ à la retraite pour sauver les complémentaires? C'est un peu le débat du jour, avec le rapport du COR, du Comité d'orientation des retraites. Ce n'est pas seulement les retraites complémentaires qu'il faut sauver, c'est le régime général, ce sont tous les régimes de retraite. La droite a été seule contre une gauche qui était déchaînée à faire les réformes qui ont limité la catastrophe pour nos régimes de retraite. Mais ces catastrophes, elles étaient programmées en 83. Lorsque, en 83, on abaisse d'un seul coup l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, on sait pertinemment qu'on plante mathématiquement, actuariellement, les régimes de retraite. On l'a fait sans aucun. Donc là, vous dites au gouvernement aujourd'hui qu'il faut reprendre le chantier. Il faut faire ce que la droite a voulu faire au cours de la réforme de 93, elle l'a fait, au cours de la réforme de 2004, Fillon, au cours de la réforme Woerth en 2010. Il faut évidemment allonger la durée de cotisation et surtout l'âge légal de départ à la retraite, ce que la gauche a diminué lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, comme elle l'avait annoncé. Donc c'est simplement irresponsable. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu le rapport du COR, le Conseil d'orientation. Il y a eu le rapport de la Cour des comptes. Ils convergent vers quoi? Ils disent les retraites vont baisser, les cotisations vont augmenter, et il faut augmenter l'âge légal. Eh bien, si on l'avait fait plus tôt, si la gauche ne s'y était pas opposée, nous ne serions pas dans cette situation. Donc vous réclamez d'urgence une reprise de ce Bien sûr, chantier. Et je dénonce les mesures qui sont tout à fait destructrices de notre système de retraite que la gauche a prôné, a mis en œuvre encore aujourd'hui, et elle a le culot de dire que ce sont de bonnes mesures. D'une manière générale, vous considérez que le gouvernement est parti dans le bon sens ou pas? En matière économique, baisse des déficits, inversion de la courbe des impôts, etc. Ça va dans le bon sens? Regardez surtout concrètement. Il n'y a pas de journée, en tout cas de semaine, où il n'y a pas de nouvelles taxes qui sont inventées. Il y a des discours, mais concrètement il ne se passe rien. Et donc le résultat est que notre économie continue de décrocher, le chômage, hélas, d'augmenter, qu'il n'y a pas d'observateurs extérieurs, y compris malheureusement pour la notation de la France, qui ne viennent pas s'inquiéter de ce qui va se produire s'il n'y a pas une inversion de ce dérapage calamiteux, avec l'explosion des impôts, la baisse de compétitivité du pays, la baisse du pouvoir d'achat des Français, et du coup une panne de croissance, et un dérapage budgétaire, déficit, dette. On entend beaucoup les élus locaux en ce moment se plaindre de la baisse de la DGF, la dotation globale de fonctionnement aux communes, qui est un bon moyen d'économie pour l'État. Est-ce que vous faites partie de cela, ou est-ce que vous comprenez que l'État fasse aussi des économies avec les collectivités locales, dont on se plaint parfois de... les chambres régionales des comptes se plaignent des dépenses. Alors, il y a plusieurs problèmes. Oui, en plus de 30 ans, les dépenses des collectivités locales ont explosé. Il y avait en 1980, il y avait 1 million de fonctionnaires territoriaux. Aujourd'hui, il y en a 1 900 000. Mais entre-temps, vous avez eu l'informatisation, l'automatisation, les simplifications multiples. C'est juste le contraire de ce qui s'est passé dans l'économie en général. Et comme l'État versait chaque année de plus en plus d'argent, ce qu'on appelle les transferts financiers, parmi lesquels il y a les dotations que vous évoquez, eh bien, il y a un moment où ça ne passe plus et où la dette du pays, 2 000 milliards d'euros, 100% du PIB, exige que l'on fasse des économies. Donc les dotations baissent. Elles avaient été stabilisées avec le gouvernement Fillon. Maintenant, elles baissent. Et en plus de la baisse, il y a une montée de la compensation entre les collectivités entre elles. Donc il y a une sorte de goulot d'étranglement financier pour les collectivités locales. Elles doivent se restructurer. Je vais vous prendre un exemple. Je suis dans une collectivité de 13 communes à Annecy.
Nous sommes en communauté d'agglomération. Il y a donc 14 administrations, 14 directeurs des services, etc., etc. Bon, il y a évidemment à faire ce qui se fait dans toute entreprise, dans tout groupe qui est confronté à des difficultés financières. Il faut se restructurer. Et la fusion des communes, l'allègement du millefeuille administratif, la diminution de collectivités est la première des solutions pour faire des économies sur la première masse des dépenses de collectivités locales, c'est-à-dire la masse salariale. Non, oui. Par le non-remplacement des départs à la retraite, bien sûr. Mais il faut être contraint par la loi pour le faire. Vous ne pouvez pas le faire naturellement. Ben, vous allez voir que c'est très difficile, que les habitudes, la force des habitudes pousse généralement à l'immobilisme et que beaucoup de collectivités vont malheureusement augmenter leurs impôts plus vite qu'elles ne vont se restructurer. Je le regrette profondément. Il y a une réforme territoriale qui est en cours. Le premier volet est voté demain et le débat pour le second volet, les compétences, démarre aujourd'hui au Sénat. Vous êtes contre cette réforme. Qu'est-ce que vous auriez proposé, vous, à la place ? D'abord, si vous voulez, je trouve que nous allons voter, et je dénonce, nous allons voter pour les élections départementales dans un peu plus de 3 mois. On ne connaît pas encore les compétences de ces collectivités. On n'a jamais vu ça. Nous avons procédé à un redécoupage des régions. Quelle logique y avait-il ? On sait bien qu'en réalité, il y avait aussi une logique électoraliste. En tout cas, c'est ce qui a prévalu en Rhône-Alpes, ma région, où on a fait Rhône-Alpes-Auvergne, juste pour ajouter un peu de gauche dans Rhône-Alpes. Donc c'est quand même pitoyable quand on sait que c'est l'avenir de notre pays pour de longues décennies qui se décident de cette façon. Pour moi, vous, il n'y a pas de logique d'agglomérer Rhône-Alpes et Auvergne ? Ben, je ne vois pas quelle est la logique, il faudra me la démontrer. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si on ne diminue pas de façon très rapide et importante le nombre de nos collectivités, 40 000 collectivités locales, 40% du nombre des collectivités locales des 28 pays de l'Union, eh bien, il n'y aura pas d'économie. Il y a un besoin urgent de simplifier, d'alléger le millefeuille administratif. Mais qu'a fait ce gouvernement en arrivant au gouvernement Ayrault? Il a abrogé la réforme du conseiller territorial qui supprimait 3000 élus. Il a aussi abrogé la suppression de ce qu'on appelle la clause de compétence générale qui fait que toutes les collectivités peuvent s'occuper de tout, un gaspillage éhonté. Autre réforme d'ampleur, Bernard Accoyer, sur le plan institutionnel, une réforme dont on entend parler depuis longtemps, celle qui réduirait le nombre de parlementaires à l'Assemblée et au Sénat. Alors, double question, est-ce que vous êtes pour une réforme qui diminuerait le nombre d'élus? Est-ce que vous êtes pour une introduction de la proportionnelle pour les élections directes? Il y a deux questions. D'abord répondre à la question du nombre des parlementaires. Réduire le nombre des parlementaires pour en réduire le nombre, c'est juste penser, ce qui n'est pas totalement faux, que les parlementaires ont un coût. Mais c'est aussi le coût de la démocratie. Mais pour être celui des présidents de l'Assemblée qui a réalisé 85 millions d'économies en 5 ans, j'y suis attentif. Je pense effectivement qu'il y a trop de parlementaires, mais pas uniquement en raison de la lourdeur que cela comporte, y compris sur le plan financier, encore que ce ne soit pas décisif pour l'équilibre des finances publiques, mais parce que plus il y a de parlementaires, plus on fait de propositions de loi, plus on fait d'amendements, plus on produit de normes. Il y a en France 500 000 normes qui écrasent les citoyens, qui écrasent les entreprises et qui nuisent à leur compétitivité. Trop de normes, trop de députés. Et donc, évidemment qu'il y a une proportionnalité. Et donc, il n'y a pas que la logique de l'économie à faire sur la gestion financière des assemblées elles-mêmes, il y a surtout une logique de simplification, d'allègement, pousser les parlementaires à faire un travail d'évaluation dans le temps, d'études d'impact, d'évaluation des lois et des politiques publiques qu'il faut sans cesse mettre sur le grill, et puis réduire le temps où nous légiférons, parce que nous légiférons beaucoup trop. Passer beaucoup plus de temps sur le budget et beaucoup moins de temps à imaginer des textes qui ne servent pas généralement sur l'introduction de la proportionnelle pour le scrutin Alors, sur la proportionnelle, j'y suis défavorable. Dans les institutions de la Ve République, que tout le monde reconnaît comme, heureusement, extrêmement solides en ces temps difficiles, et qui vont bientôt être aussi, faire que la Ve République aura duré aussi longtemps que la Troisième République. Il n'y a pas eu d'introduction dans la Constitution du mode de scrutin, en particulier pour les élections législatives. Il y avait eu beaucoup de discussions entre De Gaulle, Debré, ils n'étaient pas d'accord. Bon.
Mais la France détient un record, c'est celui de changer sans arrêt ses modes de scrutin. Nous donnons des leçons de démocratie au monde entier, et quand on va perdre les élections, ce qui est le cas de la gauche aujourd'hui, quel est le premier souci que l'on a? Changer le mode de scrutin. Je dénonce ce scandale qui, de surcroît, mettrait en place une assemblée, installerait une assemblée ingouvernable. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Il nous reste 10 minutes, Bernard Accoyer. On va parler un petit peu de l'immigration, qui est un thème développé depuis hier par François Hollande. Et qui revient à chaque fois qu'une élection se profile. Donc François Hollande hier a inauguré le musée de l'histoire de l'immigration, inauguration que Nicolas Sarkozy n'avait pas souhaité faire. Il a eu raison, le président de la République, d'aller inaugurer ce musée avec 7 ans après son ouverture. Bon, je pense que c'est une posture pour essayer de rassembler une gauche qui part en morceaux. On voit bien que la majorité est extrêmement affaiblie, divisée, morcelée. Ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Entre les frondeurs et le Parti socialiste, entre les Verts et le Front de gauche et le Parti socialiste et le gouvernement, entre Macron et Hamon, c'est quand même un problème. Donc le président cherche des thématiques où il veut rassembler la gauche. Donc il est dans le calcul électoral déjà. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le discours ne contenait pas grand-chose, et je n'ai pas vu que quiconque se réjouisse de ce discours. C'est une posture. On a des questions d'Internet. Si, il contient une chose sur les Chibani, vous savez, ces immigrés qui sont restés en France, qui bénéficiaient, entre guillemets, d'un statut spécial, qui ont pris leur retraite en France, mais qui n'ont pas les mêmes droits que les retraités français. Est-ce que Jean-Louis Borloo en avait fait son cheval de bataille, par exemple? Est-ce que c'est une bonne idée de leur permettre d'accéder aux droits normaux des retraités? Respecter le droit des citoyens, ceux qui ont travaillé, c'est une évidence. Mais franchement, est-ce que c'est ça qui préoccupe nos compatriotes aujourd'hui? François Hollande a annoncé plus spécifiquement que des immigrés de plus de 65 ans qui vivent depuis 25 ans sur le territoire français et qui ont un enfant français pourraient accéder à la naturalisation très rapidement. Là, sur ce point vraiment précis, vous soutenez? Écoutez, je pense qu'il faut en débattre. Il faut regarder. On ne va pas naturaliser à tout va. Il faut voir s'ils ont un casier judiciaire. Il faut voir ce qu'ils ont contribué à apporter à la République. Combien d'années ils ont effectivement travaillé, cotisé, payé des impôts. Sont-ils venus en France surtout pour leur groupement familial? Je ne suis pas... je trouve que ces mesures générales, annoncées dans une tribune parce qu'on a besoin de rassembler son camp, ça suffit. Jean-Pierre Raffarin ne serait pas choqué, lui, pour l'ouverture du droit de vote aux étrangers pour les élections locales? Qu'est-ce que ça vous inspire Je pense que ça existe déjà pour les ressortissants européens, et on voit que l'Europe a encore besoin de se rassembler. Franchement, je ne vois pas l'utilité de cette mesure. Je pense surtout en ce moment, encore une fois, les Français, ils ont d'autres soucis. On a une réflexion à l'internaute qui nous dit, Bernard Accoyer, peut-on dire sans tabou en France ou sans malaise que les immigrés ont enrichi la France? Mais de toute façon, c'est l'histoire de toutes les grandes nations. Les grandes nations ont rassemblé des immigrés qui venaient du monde entier. C'est notre histoire. Mais aujourd'hui, avec les bouleversements géopolitiques, avec la facilité des transports, encore que certains accèdent à notre territoire dans des conditions dramatiques, on ne peut pas dire que c'est la même chose qu'au XIXe siècle, où c'était tout à fait autre chose. Avec les médias qui balayent la planète entière, on comprend que beaucoup de populations ont envie de venir ici. Donc il faut réguler tout cela. Il y a un certain clivage qu'on laisse apparaître entre un discours incarné par la gauche qui semble affirmer les valeurs positives de l'immigration et un autre discours, celui incarné plutôt par Nicolas Sarkozy, par l'UMP, qui semble plutôt dire qu'il faut faire attention et que l'immigration met en difficulté et met en danger l'identité française. Mais oui, il y a un problème. Notre façon de vivre. Si nous ne régulons pas les flux migratoires, moi personnellement je suis favorable à une immigration par quota. Si nous ne régulons pas attentivement les flux migratoires, on déstabilise effectivement notre institution, on évolue, vous le voyez bien, vers des tendances communautaristes extrêmement dangereuses pour la République. Pour moi, il y a eu un débat qui était un débat sur l'identité nationale. Je vais vous dire l'erreur qui a été commise dans ce débat, c'est son nom. On l'aurait appelé un débat sur le sentiment d'appartenance à la République, tout le monde aurait été d'accord. Il y a un ministère de l'identité nationale. Oui, je pense que, je vous dis, l'appartenance à la République, c'est beaucoup plus fort. Quand vous dites quota par pays, quota par profession? Quota pour ce dont notre pays a besoin, quota par profession,
par compétence, pas l'immigration, comment dirais-je, qui vient chercher en France notre niveau de protection sociale, de générosité, appelons un chat, qui pèse extrêmement lourdement avec les dispositifs que l'on connaît, qui font d'ailleurs polémique et qui suscitent évidemment des réactions compréhensibles. Vous avez un dispositif, l'AME, c'est-à-dire que les soins sont gratuits pour un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière en France. Mais si vous êtes un Français normal, une famille française moyenne, vous allez payer une partie de vos soins. C'est pas aussi simple que ça. Vous allez payer des assurances, vous allez payer des cotisations. Donc il y a un problème, évidemment. On va passer à la dernière séquence de l'émission, le fil de la semaine. Il y aurait 5 grosses minutes, 5 actualités à commenter qui ont marqué la semaine dernière. On commence avec l'actualité de mercredi dernier. Oui, mercredi, c'était la libération du dernier otage français, M. Lazarevitch. Et on apprend qu'il aurait été échangé contre des prisonniers, ce qui est une forme peut-être de paiement de rançon. Est-ce qu'il faut entrer dans ce genre de négociation ou est-ce qu'il faut le dire ? Ce qui n'est pas tout à fait la même question, mais elle peut se poser. Moi, je me réjouis que Pierre Lazarevitch ait été libéré. Je note que la force de caractère d'un homme, mais aussi la solidarité, la mobilisation d'une famille, de sa fille en l'occurrence, ça compte. Et ça, c'est ce que je vois. Ensuite, je crois qu'il faut surtout saluer et remercier tous ceux qui ont contribué à cette libération. Ils l'ont fait comme ils ont cru pouvoir et devoir le faire. C'est très facile dans un bureau parisien de dire on aurait dû faire comme ça, on n'aurait pas dû faire comme ça. Eh bien qu'il se trouve ceux-là qui commentent un jour avec leur compagnon d'infortune qui se fait assassiner et on entendra peut-être un autre discours. Vendredi, le Conseil d'État a confirmé que les enfants nés de la GPA à l'étranger pourront être français. Est-ce qu'il faut vraiment empêcher ces enfants justement d'acquérir la nationalité, quitte à les priver de certains droits ? Ce n'est pas les enfants auxquels il faut s'en prendre. C'est à ceux qui ont recours à la gestation pour autrui à l'étranger. C'est aux filières qui permettent ce commerce du corps d'un certain nombre de femmes qui qu'on peut empêcher, vous pensez qu'on peut empêcher les Français d'aller à l'étranger ? Dans des situations personnelles particulièrement précaires et difficiles. C'est une marchandisation du corps, c'est indiscutable, et tout le problème est là. Après, le problème des enfants qui sont ainsi nés, et qui d'une certaine façon ont été un peu achetés, c'est un problème infiniment plus complexe, qui explique d'ailleurs en partie cette décision, qui est rejetée, je le comprends parfaitement, par une partie de nos compatriotes de l'autorité judiciaire. Vendredi, un rapport sur la fin de vie met en avant une nouvelle procédure à généraliser, la sédation profonde continue. Est-ce que, à votre avis, cette pratique a vocation à se généraliser dans les hôpitaux français ? Est-ce qu'on, finalement, jusqu'où on peut aller pour ne pas arriver à l'euthanasie ? Franchement, je pense que le président de la République devrait être très prudent sur cette question. Encore une fois, ce n'est pas le sujet. Nous avons d'autres problèmes. Il existe aujourd'hui et sont pratiquées aujourd'hui des méthodes d'apaisement des malades en fin de vie et en souffrance. Palliatifs. Et la loi Leonetti telle qu'elle est une excellente loi. Elle a deux défauts. Elle n'est pas assez connue des Français et parfois d'un certain nombre de professionnels de santé, et elle n'a pas les moyens suffisants pour être mise pleinement en application. Mais faisons ce que nous pouvons faire actuellement avant de compliquer. Alors maintenant, j'en arrive à la sédation profonde et prolongée, mais c'est un pied en direction de l'aide à mourir. C'est un pied en direction de l'euthanasie, je n'y suis pas favorable. Encore une fois, c'est un terrain qui me paraît absolument à éviter. Bon, vous pensez qu'on va diviser les Français là-dessus ? Mais oui, évidemment. Et deuxièmement, il y a aussi autre chose sur lequel dans cette proposition, il y a une deuxième proposition qui sont des recommandations, des directives anticipées. C'est-à-dire que nous sommes en pleine santé et nous disons, écoutez, voilà, si un jour j'ai telle affection ou si on ne peut pas me guérir de ma tétraplégie ou de mon cancer. Voilà, j'écris mes volontés. J'écris, il faut me... écoutez, j'ai exercé 30 ans mon métier, jamais je ne ferai cela, parce que je peux vous dire, les exemples sont innombrables, que quand on est en pleine santé, on pense que d'être un peu ou d'être totalement physiquement
handicapés ne mériterait pas qu'on vive encore. Eh bien, je pense que c'est pas comme ça que ça se passe. À l'instant T, on peut changer d'avis. Évidemment, il ne faut pas que ces directives soient opposables. Or, tout le débat est sur l'opposabilité de ces directives. Alors là, j'appelle à ce que l'on approfondisse ce sujet, parce que je suis vraiment tout à fait défavorable à ce que l'on rende ces directives opposables. Ça me paraît même dangereux. Dimanche, c'était le sommet de Lima avec un accord à minima sur le climat qui laisse des experts assez sceptiques pour le sommet de 2015 en France. Est-ce que vous-même vous êtes inquiet pour la planète, pour l'avenir de la planète ? Et est-ce qu'on peut concilier le développement économique et des énergies propres ? Oui, bien sûr, mais il faut aussi être raisonnable. Lorsque vous avez en France des Verts qui s'acharnent pour détruire la filière électronucléaire, qui est la seule qui soit véritablement très efficace, disponible et qui soit décarbonée, et qui dans le même temps explique que ce qui se passe à Lima est insuffisant. Bon, moi je dis qu'à Lima, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà un premier pas. Et bien entendu qu'il faut être attentif à l'avenir de la planète, à nos ressources énergétiques, au rejet de gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi l'épuisement d'un certain nombre de ressources naturelles et la nécessité qu'il y a à développer une économie qui recycle absolument tout. Et puis, il faut surtout dépolitiser, dépassionner ce débat. Il y a en France une sorte de hold-up des Verts sur l'écologie. Mais l'écologie, c'est une science, comme la physique, comme la chimie. Et il faut que nous puissions parler sans qu'il y ait des talibans qui édictent un certain nombre d'oukases. Il faut s'apaiser. Il y a l'électronucléaire, il y a les énergies renouvelables, il y a les hydrocarbures non conventionnels. Parlons-en calmement avec comme centre la science, la culture scientifique. Aujourd'hui, on a tendance à oublier la culture scientifique. Elle se rétracte partout, y compris dans les médias, mais aussi dans la haute administration et chez les politiques. Travaillons ce sujet. Et vous pensez que les gaz de schiste peuvent être exploités Je pense que le gaz est infiniment moins polluant, et en particulier en matière de microparticules, que la houille et que le pétrole. L'extraction du gaz de schiste semble poser Mais la problème. technologie de la fracturation hydraulique, elle est utilisée depuis extrêmement longtemps dans des millions de puits. Mais il y a eu toute une mécanique qui a stigmatisé cette technologie, cette technique, qui est déraisonnable. La science, l'objectivité, et non pas la passion, et surtout la politisation et la radicalisation. C'est ce dont nous souffrons en matière de protection de l'environnement, encore une fois, parce qu'il y a eu un hold-up de la part de groupuscules hautement politisés, qui sont, on le sait, intimement mêlés à des altermondialistes, et qui déséquilibrent le débat. Ce n'est pas les gaz de schiste, ce sont les sables bitumineux au Canada. Ce n'est pas du tout pareil. Allez, ce sera le mot de la fin de cette émission. Bernard Accoyer, merci d'avoir été avec nous ce matin dans Direct Politique. Merci chers collègues, d'avoir présenté l'émission avec moi. Merci, chers internautes. On se retrouve début janvier pour la reprise de Direct Politique. D'ici là, restez connectés. À bientôt.